Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information de 20h, la principale de la soirée. Le cantonnerie de Libreville a servi de cadre à la remise des prix d'excellence aux enfants de troupe du Prytanée militaire. Il s'agit des résultats de l'année académique 2012-2013. Sur les lieux, Elda Nelly Kumba, Anissé Sababoubou de la presse présidentielle. Être primé pour ses aptitudes. Les enfants de troupe du Prytanée militaire de Libreville et ceux envoyés dans les pays partenaires, les meilleurs de chaque classe, mais aussi dans toutes les disciplines, se sont succédés pour recevoir des mains des officiels des présents. Congratulations et conseils du capitaine de frégate, fier de l'excellent travail abattu tout au long de l'année par ses enfants. Un taux de réussite de 100% à tous les niveaux d'études et aux examens de BEPC et de baccalauréat. Oui, le précisionnaire de votre commandant est fier. À nos bacheliers spécialement, qui nous guident pour intégrer les grandes écoles militaires à travers le monde, soyez dignes de votre pays, soyez dignes de votre Prytanée, soyez dignes de vos anciens. N'oubliez pas que vous venez d'ici et que votre devise est pour toujours pour la patrie. Le commandant école du Prytanée militaire, Anselme Léopold Delika, a félicité le corps professoral pour leurs enseignements de qualité, mais aussi les parents, partenaires dans la réussite et le mérite de ses élèves. Mérite que l'école a reconnu en décernant aux meilleurs élèves le Grand Prix du Président de la République. Je suis particulièrement satisfait du travail qu'il a accompli tout au long de l'année. Moi-même et les encouragements de mes amis, les enseignants. Aller toujours de l'avant, continuer toujours à travailler davantage, c'est l'objectif. Dans cette école où l'on prône l'excellence, c'est presque l'ensemble des pensionnaires qui ont été récompensés. Et cette cérémonie de fin d'année marque ici le clou de l'effort fourni par les élèves et tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement du Prytanée militaire de Libreville. Notre ambition, former la future élite du pays, ce vœu ardent du président de la République se confirme chaque année au camp militaire de Libreville. Preuve qu'au camp Tchoré, on y forme réellement les meilleurs. Rabia Delphine Yari, Anissé Sababoubou de la presse présidentielle. Pour la patrie, être les meilleurs. La devise du Prytanée militaire de Libreville, aux allures d'une injonction faite par les instances suprêmes de nos forces de sécurité et de défense aux enfants de troupe, se confirme au regard, bien évidemment, des performances que ces derniers n'ont de cesse d'enregistrer d'année en année. La période scolaire 2012-2013 vient encore, mieux que les précédentes, d'être auréolée de pourcentages honorables avec à la clé des mentions. Cela va sans dire. Il faut absolument honorer celui qui, en 2001, avait trouvé juste et opportun d'ouvrir un établissement d'élite à Libreville. Ali Bongo Ondimba, à chacune de ses adresses à l'endroit des enfants de troupe, a toujours insisté sur la culture de l'excellence qui doit nécessairement habiter chaque apprenant. Enfants de troupe, sachez que vous êtes le flambeau de la nation. Je vous exhorte à continuer à porter haut le statut de pôle d'excellence de votre école au plan national. Aux nouveaux bacheliers, je vous demande d'être à la hauteur des attentes placées sur vous, où que vous alliez dans le cadre de vos études supérieures. Vous devez d'avoir le goût de l'effort, de la rigueur, de la discipline et du sacrifice, gage de toute réussite. Il convient donc pour vous, mes chers enfants, de donner le meilleur de vous-même pour en tirer la meilleure satisfaction et faire la fierté de vos parents. C'est cette foi en la formation d'une élite pour le Gabon qui conduit chaque jour davantage le couple présidentiel à assister de quelque manière que ce soit les pensionnaires du camp Tchoréré. Et c'est d'ailleurs à juste titre qu'un hommage mérité a été rendu au président de la République par le capitaine de frégate commandant école. Anselme Léopold Delika, en citant le chef de l'État,
a reconnu l'importance que ce dernier accorde à ce vivier de la future élite civile et militaire de notre pays. Ce 29 juin 2004, le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, ministre de la Défense nationale de l'époque, déclarait, je cite, « C'est de ces établissements d'élite que sont appelés à sortir en nombre ces jeunes qui feront l'histoire du Gabon. Ces enfants de troupes sont en effet les futurs chefs de nos forces de défense. » Fin de citation. Ces paroles, monsieur le ministre, sont pour mes collaborateurs et moi l'expression d'une obligation de résultat. La récompense est assurément au bout de l'effort. Les résultats obtenus en cette année académique 2012-2013 en sont la parfaite illustration. Élèves, enseignants, personnels d'encadrement peuvent certes s'enorgueillir, mais toutefois, comme des militaires, ils ne doivent surtout pas baisser la garde s'ils veulent maintenir haut le flambeau de leur établissement. Nous changeons de sujet avec la politique environnementale du chef de l'État, avec le parc national Moigna situé à l'est du pays et qui doit désormais faire face à la menace du braconnage. C'est un reportage de Bienvenue Miko Cédric Aleka de la presse présidentielle. Vous êtes en train de circuler avec un fusil fermé. Cassez-le d'abord. C'est pour votre sécurité. C'est pas pour nous. Hein? Donc à chaque fois, vous devez faire ce travail-là. Mission de sensibilisation au cœur de la dernière grande forêt vierge d'Afrique. Située à l'est de Makoko jusqu'à la frontière du Congo, le parc national de Moigna s'étend sur 1160 km². Il représente la deuxième plus grande forêt pluviale, presque inhabitée du monde. Ici, on respire encore l'air pur. Cette forêt, à peine explorée, est une part importante du vaste bloc forestier de l'est du Gabon et du nord du Congo. Valeur sûre du tourisme d'aventure, le parc national de Moigna, depuis quelque temps, est en proie au phénomène du braconnage. On n'est pas loin de la frontière là. Ils rentrent là-bas. Donc ils coupent la forêt. Ils ont même des pistes là-bas. On a même déjà fait une mission de cartographie de ces pistes. On a pris les points GPS. Donc ils rentrent là-bas. Ils viennent chasser dans le parc. La proximité avec l'axe Makoko-Mekambo a favorisé la multiplication des campements de chasseurs. Avec l'appui du département des eaux et forêts, l'Agence nationale des parcs nationaux s'attelle à circonscrire le fléau. Mais c'est qu'on vous reproche de quoi? C'est parce que vous avez des armes, vous avez des fusils qui ne sont pas à jour. Vous n'avez aucun document afférent à ces fusils. Donc c'est interdit par la loi. Donc comme nous sommes en phase de campagne de sensibilisation, depuis que le conservateur de Moigna est arrivé, nous faisons plus de la sensibilisation avant la phase répressive. Port illégal d'armes, résurgence du phénomène de braconnage, la menace pour la faune et la flore ici est bien réelle. Les campements entraînent en général un braconnage intensif. Il est important de signaler que à chaque fois que ces campements sont créés, nous ne sommes pas loin de la frontière. Nous ne sommes pas loin, ils peuvent vous témoigner, ils croisent à chaque fois les braconniers congolais dans cette partie de la forêt. Et ces braconniers sortent même jusqu'au village ici, venus prendre de la nourriture. La sauvegarde de cet environnement naturel est un défi pour le président de la République. Les équipes de l'ANPN sur le terrain multiplient les opérations de sensibilisation. Le bloc forestier de Mikébé a perdu près de 20 000 éléphants au cours des 10 dernières années. Si rien n'est fait, le parc national de Moigna, selon les experts, serait la prochaine destination des braconniers, aidés dans leur basse besogne par la porosité de nos frontières. La réglementation régionale et la sécurité sanitaire des animaux, cette question était au centre d'un atelier national présidé par le ministre de l'Agriculture, Julien Kogebekale, sur les lieux Eric Ntiengi, Badinga, Marlise Mengue. La santé animale est étroitement liée à la santé humaine compte tenu du risque de transmission directe ou indirecte de certaines maladies animales à l'homme.
D'où l'intérêt de cet atelier national dont la thématique portait sur la réglementation régionale au sein de la CEMAC sur la sécurité sanitaire des animaux et des produits d'origine animale. Le présent atelier est le 3e atelier national après ceux du Cameroun et du Tchad. L'objectif principal est d'organiser une consultation élargie à tous les acteurs impliqués, c'est-à-dire les autorités compétences, professionnels du bétail, de la viande, organisations de défense des intérêts des consommateurs, laboratoires de contrôle, instituts de formation, ordre des vétérinaires, afin de s'assurer que les besoins en réglementation ont été correctement identifiés et que les esquisses de réglementation proposées sont acceptables par les parties prenantes et seront applicables sur le terrain. La défense et le renforcement de la santé animale passent par la prévention des risques pour assurer la sécurité alimentaire et la santé publique. La région Afrique centrale, dont fait partie le Gabon, est considérée comme l'une des zones où la probabilité d'émergence ou de réémergence des pathogènes est très forte. Ces pathogènes sévissent à la fois sur les animaux et sur les produits alimentaires. Ils constituent donc des défis majeurs en matière de santé animale, de santé publique et même de l'environnement. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, 65% des maladies humaines infectieuses connues sont d'origine animale, dont 40% sont transmissibles par voie alimentaire. Ces statistiques éveillent notre conscience et replacent la question de la sécurité de la santé animale au centre des politiques de santé publique. Le lien étroit entre santé animale et santé publique place les questions de santé animale au cœur de la biosécurité et de l'éco-épidémiologie. Eric Ndjengi Badinga coordonne cette édition d'information de 20h. Par ailleurs, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'apprête à mettre en application les textes relatifs au taux d'emprunt que les banques devraient pratiquer dans la sous-région. Un séminaire de vulgarisation a été ouvert ce matin par le ministre Luc Oyoubi, Célestin Nguema Obam, Amédée Ndungu. C'est sous l'égide du ministère de l'économie que se tient ce séminaire de 2 jours destiné aux professionnels du crédit et aux responsables des institutions financières implantées au Gabon. Avant la mise en application des règlements CEMAC, l'étape de vulgarisation était nécessaire. Le directeur général de l'économie, Jean-Baptiste Ngolo Alini, précise ce que visent ces 2 textes. Ça vise 2 choses. La première, c'est établir, on va dire, une norme, un mode de calcul d'un taux qui vous permet de synthétiser, enfin de résumer l'ensemble des coûts qui impactent le crédit qu'on vous propose au niveau de votre banque. Et généralement, la banque vous propose un crédit avec un taux, ce qu'on appelle le taux nominal. Or, l'idée, c'est que le taux nominal ne donne pas l'information sur l'ensemble des coûts qui impactent le crédit, l'engagement que vous prenez. Et c'est pour cette raison qu'il est prévu donc l'instauration d'un taux effectif global, ça s'appelle comme ça, parce que ce taux permet de prendre en compte l'ensemble des éléments de coût qui impactent le crédit en question. La deuxième chose, c'est le taux d'usure, vous en avez parlé. Le taux d'usure, cette fois, c'est une norme qui vous permet, on va dire, de fixer à partir de quel moment le taux proposé est jugé usuraire, c'est-à-dire hors la loi, parce que la loi dit voilà le taux d'usure, voilà la limite au-delà de laquelle un crédit ne peut pas être proposé à une entreprise ou à un ménage. Au regard du contexte économique actuel, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyoubi, a relevé que l'accès au financement dans la CEMAC est d'un intérêt majeur. Le crédit étant un service comme les autres, son coût obéit à la loi de l'offre et de la demande. C'est pourquoi le gouvernement souhaite encourager une plus grande concurrence et surtout une plus grande transparence de l'offre de ce service. En cela, l'entrée en vigueur du règlement CEMAC portant diverses dispositions relatives au taux effectif global et la publication des conditions de banque constitue une réponse adaptée. En effet, ce texte permettra aux demandeurs de crédit de toute nature d'avoir toute l'information sur le coût du service qui leur est proposé et sur les offres concurrentes et de se prononcer en toute lucidité. En tout cas, les autorités gabonaises souhaitent que se dégage au cours de cette rencontre un consensus entre l'administration, la Banque des États d'Afrique centrale et les professionnels du crédit.
Le Conseil gabonais des chargeurs organise depuis ce matin un séminaire de formation sur les incoterms et liner termes, des normes utilisées dans le commerce international. Des précisions dans ce compte rendu de Rodrigue Tessamwanga, Félix Moudibangui. Le commerce extérieur africain ne participe qu'à hauteur de 2 à 3% du volume global des échanges mondiaux. Pour changer cette donne et faciliter les échanges commerciaux, les conseils des chargeurs africains doivent s'arrimer aux normes internationales. À travers le Conseil gabonais des chargeurs, Libreville veut davantage s'impliquer. Liliane Nadège Gary, le directeur général du CGC, a planté le décor. Le Conseil gabonais des chargeurs est résolument engagé dans une dynamique de repositionnement marquée par la réalisation d'une diversité d'actions concrètes en faveur des chargeurs, à l'exemple de la tenue du présent séminaire de formation. La formation des chargeurs constitue l'une de nos préoccupations dans la mesure où elle participe à l'accomplissement de nos missions et à la facilitation des échanges commerciaux. Et c'est d'ailleurs tout le sens donné à ce séminaire de formation, dont l'objectif est de renforcer les capacités des acteurs du secteur sur la connaissance et la compréhension des règles du commerce international. On commerce maintenant avec le monde entier, on commerce avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous, qui n'ont pas le même droit commercial, qui n'ont pas la même culture et qui, si on n'avait pas les mêmes règles, ne pourraient pas s'entendre avec nous. Et lorsque il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de commerce. Ce leitmotiv de Libreville a donc permis au niveau de notre association mère l'UCCA de relancer les activités phares au niveau de la prise en charge des questions essentielles qui sont les nôtres, à savoir d'assister les chargeurs. L'UCCA, l'Union des conseils des chargeurs africains, est dignement représentée à ces assises. Il convient de rappeler que la mission fondamentale d'un conseil des chargeurs est d'apporter une assistance aux chargeurs, entre parenthèses, exportateurs, importateurs. Cette assistance multiforme couvre l'information, la formation, la stabilisation des coûts de transport, etc. Au nom de la tutelle, Jonas Lolamvou, le secrétaire général du ministère des Transports et de la promotion des investissements, a officiellement ouvert les travaux. Le Conseil gabonais des chargeurs est en train d'accomplir sa mission. Que les uns et les autres saisissent cette opportunité pour acquérir de nouvelles connaissances et échanger leurs expériences afin d'accroître leurs performances et développer leurs activités. Ce séminaire consacré aux incoterms et aux liner terms va durer 2 jours. Les ateliers sur l'appropriation de la budgétisation par objectif de programme se poursuivent. Le tour est revenu cette semaine au programme Affaires sociales de se présenter devant l'équipe de la BOP sur les lieux Cherel Annabelle Bungota et Chrisla Mainda. Promotion et protection de la famille, solidarité nationale, soutien et pilotage de l'administration sont les 3 programmes pour la mission protection affaires sociales dont le responsable programme Pierre Mbengeyen, secrétaire général du ministère, a défendu aux côtés de ses collaborateurs le projet annuel de performance 2014 et les objectifs pluriannuels 2014-2016. Pierre Mbengeyen se satisfait des échanges. Nous avons fait un plaidoyer relativement pertinent. Il est question de peaufiner les aspects ressources humaines, les aspects affectation du personnel, parce qu'à ce niveau, il y a pas mal d'incompréhensions qui subsistent. Le cadrage stratégique du programme Affaires sociales étant déjà validé par la tutelle, une semaine a été accordée aux responsables et à son équipe pour peaufiner le document en quelques points. À l'exemple de ce que nous avons intitulé comme plan de maintenance, donc c'est un gros projet qui se trouve au niveau du ministère de la Famille et des Affaires sociales qui intègre aussi bien la réhabilitation des structures de base, c'est-à-dire les services sociaux, les complexes, les haltes garderies. Mais il fallait éclairer ou bien clarifier en fait la décomposition de ce projet parce que là-dedans, il rentre un certain nombre d'actions qui ont déjà commencé à être mises en œuvre en 2013. C'est des chantiers qui vont se poursuivre
parce que vous savez que les structures de base travaillent comme des centres hospitaliers, c'est-à-dire que des collaborateurs sont reçus la plupart du temps, ceux qui sont en détresse, que ce soit des veuves ou des orphelins, et ce sont dans ces structures qu'on opère la prise en charge, qu'on les oriente, qu'on assure l'assistante juridique, parfois même l'assistante médicale dans certains coins reculés du Gabon. Dans l'ensemble, les administrations publiques semblent s'être appropriées la nouvelle démarche de la budgétisation par objectif de programme. Premier conseil d'administration du Fonds national d'aide sociale. Au terme des travaux, un budget en recettes et dépenses a été arrêté à plus de 5 milliards de francs CFA. Jerry Mbougu-Bivigo. La solidarité, mieux qu'avant, a un sens. C'est dans cette logique que le premier conseil d'administration de la FNAS, Fonds national d'assistance sociale, a tenu ses assises. 5 heures de travaux et un budget adopté à 5 milliards de francs CFA. Les administrateurs ont fait le tour de la question sociale. Docteur Guy-Patrick Obian. Le président du conseil d'administration avait pour mission de présenter quelles sont les grandes orientations stratégiques que le Fonds national d'aide sociale va entreprendre pour pouvoir répondre aux besoins d'aide sociale des populations gabonaises. Le fonds, qui existe seulement depuis 1 an, a de grandes ambitions. Son directeur général, Yvon Joy. Le Fonds national d'aide sociale est un établissement public à caractère administratif qui a pour mission essentielle de centraliser toutes les ressources nationales et internationales liées à l'aide sociale en République gabonaise, gérer donc les dossiers de demande d'aide sociale, attribuer et distribuer de l'aide sociale et soutenir l'autonomisation des bénéficiaires, donc des personnes cibles. Pour Jean-Blaise Ipédici, président du conseil d'administration, la FNAS veut devenir un établissement fiable en matière sociale. Le président de la République, chef de l'État, a relevé un certain nombre d'insuffisances dans la distribution de l'aide sociale dans le pays. Et dans son projet de société, il a inscrit la protection sociale de nos compatriotes au rang des priorités. Famille économiquement faible, personnes vivant avec un handicap et celles du 3e âge, jeunes en difficulté sociale et les personnes sinistrées ont dorénavant une porte où cogner. Un autre centre d'intérêt focalise notre attention ce soir, la rencontre du Conseil économique et social entre le président de cette institution, Paul Biya-Oguemba, et les confessions religieuses, Frédéric Alogo et Sessa Idriss Mungala. Ce jour, Paul Biya-Oguemba s'est entretenu avec les confessions religieuses, toutes tendances confondues, les invitant à une prise de contact. En quelque sorte, le responsable en chef du CES a offert aux hommes de Dieu une tribune susceptible d'établir un partenariat entre l'institution qu'il dirige et ceux-ci. Occasion pour le président du Conseil économique et social d'assainir l'environnement en voyant comment il peut travailler avec ses ministres reliés à Dieu dans ses différentes composantes. Des décisions émises au cours des interventions, le président a rassuré que celles-ci seront prises en compte et transmises à qui de droit. Je souhaite donc établir ce partenariat avec vous, avec les confessions religieuses, toutes les confessions religieuses, un partenariat entre le Conseil économique et social du Gabon et les confessions religieuses pour traiter ensemble des problèmes qui vous paraissent importants et les traiter de manière profonde, de manière impartiale, de manière totale. Donc je crois que pour un peuple qui est aussi lié à Dieu et proche à Dieu dans ces différentes composantes, il est bon que les confessions religieuses formulent des avis, des recommandations, que nous puissions les discuter ici de manière citoyenne et faire des propositions pour que les milieux de décision, le Parlement, le gouvernement, le président de la République prennent, lorsque c'est fondé et lorsque c'est nécessaire, les lois et les décrets qui s'imposent pour que l'environnement s'améliore. Initiative heureuse et salutaire qui traduit que le Conseil économique et social est un patrimoine privilégié
capable de régler plusieurs litiges en gestation, d'où ces remerciements venant de tous ceux qui sont venus écouter ces propositions sur le partenariat envisagé par le président du CES. Nous avons apprécié cette démarche. Nous sommes donc invités à nous mobiliser, à serrer les rangs pour faire des propositions qui iront dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons apprécié l'ouverture d'esprit du Conseil économique et social par son autorité principale, le président, et que les confessions religieuses sont aussi disponibles à participer à l'offre de partenariat qu'il vient d'exposer. En définitive, Paul Biya-Ohimba entend améliorer les actions avec un CS utile et crédible pour le Gabon qui mettent en œuvre des politiques attendues par les populations. Prix Sénarest CEPIG, au terme de 10 années de recherche, le professeur Auguste Toutoumdong vient de mettre au point un insecticide biologique pour lutter contre les rongeurs des légumineuses. Marie-Josée Ndombi. dont les effets sont néfastes sur la santé humaine et environnementale. C'est dans ce cadre que le professeur Auguste Ndoutoum vient de mettre au point une méthode plus simple appelée méthode biologique au travers d'un article scientifique qu'il vient de publier. Il s'agit des agents biologiques qu'on retrouve dans la nature qui seront utiles pour combattre les ravageurs en même temps dans les champs et dans les systèmes de stockage. Tous les paramètres biotiques et abiotiques sont déjà maîtrisés pour une utilisation justement de cet insecticide biologique dans notre environnement. C'est à l'aide d'un système automatique d'analyse d'images que le chercheur a cerné la répartition temporelle de l'activité locomotrice du ravageur. Vous avez une femelle adulte qui va venir pondre sur la graine. Vous voyez ici il y a une gousse et il y a des graines à l'intérieur. Et cette larve va se développer en consommant la graine jusqu'à son développement au stade adulte. Ici, vous voyez un adulte qui émerge de la graine et cette graine est déjà impropre à la consommation. Cet adulte va à nouveau aller pondre sur d'autres graines et le cycle continue. Pour le chercheur, le produit phytosanitaire qu'il propose a un public cible. Le public que nous visons, ce sont les producteurs. Parce que ce sont eux qui, en fait, protègent leurs champs et leurs stocks. Donc, ils ont là un moyen propre, facile, qu'ils peuvent utiliser dans leur environnement pour protéger leurs plantations et leurs récoltes. Le chercheur attend des subventions de l'État et des partenaires pour la production en masse de cet insecticide biologique en vue de sa commercialisation. Voilà la page internationale avec vous, Tassiana Miko, bonsoir. Bonsoir Amélie. Alors, demain, jeudi 25 juillet 2013, les Togolais sont appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives. Et voilà. Effectivement, près de 3 millions d'électeurs sont attendus aux urnes demain, donc pour élire leurs députés. C'est une élection législative toute particulière car elle voit une forte mobilisation des femmes, due donc à l'introduction cette année du projet de loi portant sur la parité entre hommes et femmes dans toutes les élections politiques du pays. De ce fait, sur chaque liste électorale, le nom d'un homme est apposé à celui d'une femme. L'enjeu étant donc de mettre en place une bipolarisation de la scène politique au Togo. En Égypte, malgré la formation du nouveau gouvernement, l'impasse politique perdure dans un climat de violence. En effet, l'explosion d'une bombe dans un commissariat au nord du pays a fait aujourd'hui un mort et 27 blessés. Le chef d'état-major de l'armée égyptienne appelle à manifester ce vendredi contre le terrorisme.
Des violences, malheureusement, qui interviennent au moment où le gouvernement intérimaire a tenu aujourd'hui sa première conférence pour un appel à l'unité nationale dans le pays. C'est tout un paradoxe, Amélie Blanche. Et puis Tassiana, au Mali, à jour J-5, on parle encore d'un scrutin controversé. Pourquoi? Une élection présidentielle controversée parce que organisée dans la foulée donc, de la guerre. Du coup, elle peine à gagner en intensité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, près de 400 millions de Maliens sont réfugiés à travers le monde dû à la crise politique au nord du pays. De ce fait, il apparaît évident que leurs voix ne seront donc pas prises en compte parce que n'étant pas recensées, par conséquent, le droit de vote pour tous ne sera pas respecté le 28 juillet. Amélie Blanche Mbougou, c'est autant de questions, autant d'interrogations qui portent à croire à un bon nombre de Maliens que le scrutin du 28 juillet prochain ne sera pas crédible. Ce sera peut-être un vote partiel et non collectif. Dans tous les cas, nous allons revenir sur cette actualité brûlante. Merci Tassiana pour toutes ces précisions. C'est moi. Et à demain 20h. Dans le reste de l'actualité, suite à la diffusion sur nos antennes d'une analyse relative à l'affaire Afribat contre le ministère public au sujet du chantier de construction du bloc opératoire de Ndendé, nous avons reçu des précisions du parquet que les règles déontologiques nous commandent de souligner. À ce propos, il importe d'indiquer qu'en l'état actuel de l'instruction, aucune conclusion ne peut être tirée sur la responsabilité des parties impliquées dans ce dossier. Par ailleurs, le parquet tient à préciser que la mesure de détention préventive appliquée dans cette affaire relève des moyens réguliers utilisés par le juge dans toute procédure normale d'instruction. La rédaction de Gabon Télévision prend acte de ces précisions du parquet. Cela dit, la note politique concerne le CLR. Le vice-président de cette formation politique était récemment enjolé dans le Moyen-Ogooué, présider la cérémonie de présentation des nouveaux membres. Ce sujet est proposé par nos confrères de la TV2. Son du terroir que le vice-président chargé de l'implantation et de l'inspection, Alexandre Désiré Tapoyo, a été accueilli au siège communal du CLR Anjolé, cadre de la relance des activités de cette formation politique. À l'entame, le délégué communal a rassuré la hiérarchie quant à leur détermination à repartir d'un bon pied aux futures échéances municipales. S'en est alors suivi la présentation du nouveau délégué provincial adjoint en la personne de Sylvain Méfane par le vice-président Tapoyo. Le promu promettra alors de tout mettre en œuvre afin que le CLR regagne ses lettres de noblesse dans cette localité. Nous comptons sur vous pour transmettre au président fondateur la nécessité de voir le CLR s'engager dans le processus électoral à venir, car nous sommes déterminés à porter haut les couleurs du parti sur le plan national. Les 10 membres qui comptent le bureau ont été installés et renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par la hiérarchie. Avant de clore la cérémonie, Alexandre Désiré Tapoyo a rappelé à l'assistance les enjeux de l'heure. Notre politique est la politique à visage humain, basée sur l'entraide, la solidarité et la promotion de micro-projets économiques. Il n'y a pas de pays pour les pauvres. Il n'y a pas de pays pour les riches. Il n'y a pas un Gabon où Dieu est injuste avec certains et clément avec d'autres. Il n'y a pas une mauvaise province où il n'y a aucun espoir pour les Makaya et tout pour les grands quelqu'un. Très bientôt, ce sera l'élection locale. Soyez vigilants. À l'heure du choix. Faites-vous enrôler. Allez voter. Car ne rien faire, c'est accepter la mort de nos rêves à chacun. Ne rien faire, ne pas aller s'enrôler, ne pas aller voter, c'est qu'on accepte ce qui se passe, il ne faut plus donc se plaindre. Il appartient désormais à ce bureau de ramer fort à travers l'Ogooué et ses affluents afin de convaincre les électeurs
détenteur du dernier mot lors des futures échéances municipales. Par ailleurs, le Bureau national de l'UJPDG pour Langounié vient de réunir les jeunes ressortissants de la province au siège du parti Ludwin Kafou. Les de Langounié peaufinent ensemble les préparatifs liés à l'organisation le 1er août prochain à Mouila du Forum des jeunes de Langounié. L'initiative de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais UJPDG, dont les détails sont livrés ici par les membres du bureau politique national pour Langounié, Fabrice Kimo Bombe et Lélé Lebongo, a pour objectif penser le développement de la province en ressortant les spécificités de cette dernière, tout en se basant sur les différentes recommandations du Forum de la jeunesse gabonaise. Par rapport au forum qui a été déjà organisé par les cadres de Langounié, la spécificité ici, c'est que les jeunes de Langounié doivent prendre en main le destin de leur province et, étant donné que le jeune est le moteur du développement d'un pays, d'une province, donc les jeunes doivent se retrouver quelle que soit l'importance, le niveau de l'emploi qu'ils occupent, consciencieusement pour trouver les solutions afin de pallier aux problèmes de nos villages, de nos cantons, de nos districts, de nos départements et de nos communes. Autre point débattu entre ces jeunes pédégistes, les questions liées à l'enrôlement des populations en vue de la mise en place effective de la biométrie au Gabon. Nous avons dit aux jeunes que l'enrôlement ne concerne pas uniquement les élections, mais aussi le côté administratif. Entre la participation des jeunes résidents dans les villages et la représentativité de 9 départements que compte Langounié au forum, tout a été évoqué ici par ces jeunes qui sont en même temps acteurs et bénéficiaires du projet. Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, informe les camarades membres du conseil consultatif des sages, du comité permanent, du bureau politique, des organismes spécialisés, du conseil national, du comité central, les militants et militantes du PDG, qu'il effectuera une tournée interprovinciale selon le programme ci-après. Lundi 29 juillet 2013, Franceville, mardi 30 juillet, Koulamoutou, mercredi 31 juillet, Chibonga, jeudi 1er août, Mouila, vendredi 2 août 2013, Lambaréné, lundi 5 août, Makokou, mardi 6 août, Oyem, mercredi 7 août, Port-Gentil, samedi 10 août, Libreville. De la même formation politique, à Mindik, le membre du bureau politique de la Fédération A au Kalalalara, Crépin Godok vient de prendre langue avec sa base, détails et explications avec Ghislaine Andemassoko. À quelques mois des élections locales dans notre pays, les responsables politiques s'attellent à mobiliser l'électorat dans leurs différents fiefs électoraux. C'est le cas ici du membre du bureau politique, Crépin Godok de la Fédération A au Kalalalara. Lolita Obono. Partage. C'est sous ce thème que la 2e édition internationale de sculpture sur bois s'est ouverte à Libreville. Au total, 15 artistes sculpteurs, dont 10 internationaux et 5 nationaux, occupent la scène sur la plage du lycée national Léomba. L'événement, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, vient une fois de plus renforcer l'offre culturelle avec plusieurs objectifs: promouvoir la créativité, favoriser la rencontre culturelle et vulgariser la sculpture sur bois. Le ministre délégué en charge de la culture, Ernest Walker Onéen, confirme ici le contexte de cette rencontre culturelle. Le projet de Fonds d'art contemporain gabonais est à la naissance de ce symposium. Qu'est-ce que nous en faisons par après? Nous mettons ces œuvres à la disposition des institutions et des administrations pour qu'il y ait une âme gabonaise à l'intérieur d'un certain nombre de locaux, qu'ils soient institutionnels ou administratifs. Donc nous sommes à terme dépositaires, on va dire, d'une multitude d'œuvres d'art qui ne sont pas simplement que des œuvres d'art signées par des Gabonais, mais aussi par des artistes de grand renom
qui arrivent et qui participent à ce symposium. Le symposium voudrait que, à un moment donné, pendant une dizaine de jours, les artistes qui sont présents créent leur œuvre. Au bout du 10e jour, on voit de quoi il en retourne et on peut porter des jugements. Pendant 11 jours, les sculpteurs donneront à la matière bois une vitalité de leur imagination. Les réalisations se font sur les diverses essences de la forêt. À travers ce morceau de bois, je dois réaliser une sculpture dénommée Défi Nyona. Ça veut dire partage de produits agricoles que j'ai choisi chez moi, vers le nord de la RCA, Bozan, dans le tribu Bozan, et qui, à chaque année, nos ancêtres partageaient ces produits agricoles. Comme œuvre, je vais réaliser une femme assise en train d'offrir quelque chose. Offrir quelque chose, quoi. Les fruits, n'importe quoi. 2 oiseaux, le plus grand se trouve au-dessus. Chez nous, en pays sur le fond, on l'appelle le sétien. Généralement, les gens l'appellent le calao. C'est l'oiseau rassembleur qui symbolise la fécondité, la fertilité chez nous en pays sur le fond. Donc je me suis dit, à partir de cet élément-là, je me suis inspiré pour faire 2 oiseaux. Le plus grand assis au-dessus du plus petit. C'est-à-dire quoi? Malgré nos intelligences, nos forces, nos puissances, on ne doit pas toujours minimiser les plus petits, on doit toujours partager les plus faibles. Un travail qui invite à la fois à la contemplation, mais surtout à une profonde réflexion de la création artistique. Enfin, du sport avec la Fédération gabonaise de handball qui a tenu une conférence de presse ce matin pour annoncer la Coupe d'Afrique centrale U19 Nancy Paya Vincent Gabina. De la Coupe d'Afrique centrale cadet masculin. La présence de l'international français est un symbole fort pour une compétition qui veut booster le handball de la zone 4. En Afrique centrale, nous en avions besoin. Aujourd'hui, au niveau de la Confédération africaine de handball, la zone qui a le plus de titres en masculin, c'est la zone nord, c'est le Maghreb. Mais celle qui a le plus de titres en matière de chez les dames, c'est la zone 4, notre zone. Mais nous voulons aujourd'hui booster la zone pour que nous puissions, on ne va pas dire, nous allons réduire le fossé qui existe entre notre zone et le Maghreb. Vont participer à cette compétition le Cameroun, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, le Tchad, le Gabon et l'Afrique du Sud comme invités d'honneur. L'événement entre également dans le cadre de la préparation des Panthères cadets pour le prochain mondial de handball en Hongrie. La présence de Luc Abalo, un plus pour la motivation des Panthères. Nos jeunes ne s'identifient pas encore à leurs internationaux. Ils s'identifient plutôt aux internationaux d'ailleurs parce qu'ils sont médiatisés, ce sont des champions. Donc ils ont besoin de voir leur idole. Et notre équipe cadette en a besoin d'un soutien de ce genre. Et Abalo a été prêt quand nous avons parlé de la qualification d'un pays d'Afrique noire. L'ailier droit au jeu exceptionnel est heureux de donner de sa personne pour la réussite de l'événement. Lui qui dit devoir énormément à ces jeunes. Ça me motive et ça me demande beaucoup d'exigence avec moi-même parce que du coup quand je m'entraîne, je sais qu'il y a des gens qui me suivent en Afrique beaucoup et ça me pousse à être encore meilleur. Et c'est pour ça que j'ai répondu à la demande aussi de la Fédération gabonaise pour remercier et pour voir tous les gens qui me suivent et je suis content d'être là. La Coupe d'Afrique centrale des jeunes débute ce jeudi avec en match d'ouverture Gabon-Cameroun. Justement, pour beaucoup plus de précision sur ce championnat, nous recevons sur ce plateau M. Reddick Chota, le président de la COC, la commission d'organisation du championnat. Bonsoir. Bonsoir Madame Mbougou et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, comment va se dérouler la cérémonie d'ouverture demain à 16h? Alors, la cérémonie d'ouverture se déroulera selon un chronogramme. Nous avons à 16h le début de la cérémonie, un certain nombre de manifestations, défilé des équipes, les mots de circonstance et juste après tout cela, nous aurons le match qui a été annoncé dans l'élément. Le Gabon jouera contre le Cameroun, il sera exactement 17h quand le match commencera. Après ce match-là demain, nous aurons le match de l'Afrique du Sud qui recevra le Tchad.
Alors, combien de pays sont présents pour cette compétition ici à Libreville? À cette première édition, nous allons avoir 6 pays de la zone. Vous savez, notre zone est constituée de 8 pays. 2 n'ont pas pu faire le déplacement pour des raisons diverses. Nous aurons 6 pays, donc le Gabon qui accueille, le Cameroun, le Sao Tomé, le Cameroun, la RDC et le Tchad, bien sûr, la RCA aussi. Et nous avons comme invité pour cette édition la République sud-africaine qui nous fait l'honneur de venir participer dans les matchs de gala à ce tournoi. Elle ne sera pas classée, mais bon, elle va prendre partie au tournoi. J'ai vu un international français dans le sujet commenté par Nancy. Alors, Luc Abalo, chez les jeunes, c'est le rêve. Vous savez, dans les sports, tout le monde s'identifie toujours à quelqu'un. Et Luc Abalo, qui est d'origine africaine, togolaise pour ne pas citer, est double champion d'Europe, double champion du monde, double champion olympique. C'est vraiment le rêve. C'est vraiment le rêve. Donc, nous portons le rêve auprès des jeunes qui vont prendre part à ce tournoi, mais aussi des jeunes autres Gabonais que nous souhaitons vont le voir et essayer de faire un peu comme lui, quoi. Pour clore cette interview, peut-être un mot sur la tombola, à quel moment elle va intervenir au cours de ce tournoi? Alors, au cours de cette édition, nous organisons avec un de nos partenaires Tandemco une tombola qui va donner droit à de nombreux lots, dont le premier est accompagner les Panthères en Hongrie, parce que vous savez que cette année, nos U19 sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde de handball. Donc, le premier lot de cette tombola, ce sera un billet, le séjour complet pour toute la compétition. Donc, le premier, j'espère que l'heureux gagnant est déjà en train de regarder. Ce sera le premier lot. Nous aurons d'autres lots, un séjour... le deuxième lot, ce sera un séjour à Yaoundé pendant 3 jours, tout frais compris. Alors si c'est un mineur, on le fera accompagner, là aussi par quelqu'un où tous les frais seront pris en charge. Le troisième grand lot, ce sera un séjour à Pointe-Noire pour 3 jours, tout frais compris, idem. Si c'est un mineur, il se fera accompagner, là aussi tout frais compris. Alors la tombola, ce sera 17 tirages au sort parce que nous avons 17 matchs. La tombola se tirera à chaque mi-temps de match et à chaque mi-temps, on gagnera des lots. Les gros lots, bien sûr, celui des Panthères, ce sera à la finale et les autres dans les demi-finales. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous.